We are at an intense phase of trade talks with the U.S., and that description from Mark Carney this week. And the clock is ticking. Donald Trump's deadline to reach a deal is Friday, August 1st, and he has threatened 35% tariffs on Canadian goods if an agreement is not reached. And joining me now to discuss is Jeff Rutledge, Maria Nader, and Selena Caesar-Chavannes. Welcome. Pendant des décennies, la logistique agricole canadienne a suivi un modèle stable, ancré dans l'infrastructure nord-américaine. En 2025, cet arrangement a commencé à être revu de manière structurelle. En mars 2025, une annonce discrète faite par les dirigeants de Genesis Fertilizers, en Saskatchewan, a déclenché une refonte de l'un des flux logistiques les plus anciens d'Amérique du Nord. L'entreprise a révélé qu'elle abandonnerait les routes traditionnelles via les États-Unis pour l'exportation d'engrais et commencerait à utiliser exclusivement le port de Churchill dans l'Arctique canadien pour accéder aux marchés européens. Ce changement n'a été accompagné d'aucune déclaration politique ni d'aucune annonce fracassante. Mais en réorganisant le trajet d'entrée et de sortie des produits stratégiques, cette décision a mis en évidence un élément qui, jusqu'alors, était rarement remis en question. La dépendance structurelle du Canada à l'égard des infrastructures américaines pour l'acheminement des produits agricoles. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Pendant des décennies, la chaîne d'exportation des céréales et des engrais dans l'Ouest canadien a été gérée par des opérateurs logistiques américains. Les céréales cultivées en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba étaient chargées sur des chemins de fer canadiens transférés vers les réseaux américains au sud et expédiées par des ports tels que Seattle, Portland ou la Nouvelle-Orléans, accumulant des droits, des taxes et des commissions. Dans le cas des engrais, en particulier ceux dérivés du potassium, l'itinéraire comprenait non seulement le transport interétatique, mais aussi la réimportation indirecte d'intrants provenant de l'étranger qui entraient par des terminaux aux États-Unis avant d'atteindre le producteur final. Au fil du temps, cette interdépendance s'est naturalisée. L'argument dominant était celui de l'efficacité, une infrastructure américaine plus robuste, des terminaux fonctionnant toute l'année, un accès facilité au marché mondial. Le port de Churchill, bien que techniquement viable, restait isolé, soumis à des contraintes climatiques et sans investissement continu depuis sa privatisation dans les années 1990. La stabilité de cet arrangement a commencé à être mise à mal à la fin de l'année 2024, lorsque des déclarations issues de la campagne de Donald Trump ont laissé entrevoir la possibilité de droits de douane pouvant atteindre 25% sur les engrais et les céréales canadiens. Bien qu'elle n'ait pas eu d'effet immédiat, cette menace a modifié la perception du risque. Les entrepreneurs du secteur agricole ont commencé à revoir leurs contrats, leurs coûts cumulés et leurs itinéraires logistiques. Le centre du débat s'est déplacé de la discussion économique vers le calcul institutionnel. Les infrastructures transfrontalières impliquent une exposition aux décisions externes. La souveraineté opérationnelle a commencé à être traitée comme une variable stratégique et non plus seulement comme un idéal rhétorique. C'est dans ce nouveau contexte que le port de Churchill est revenu sur la table des discussions. Construit dans les années 1930 et relié par une voie ferrée de 1300 km à la région productrice de l'Ouest canadien, Churchill est resté inactif pendant près de 2 décennies. Après avoir été vendu à un opérateur américain pour $1 en 1997, il a été entretenu de manière minimale jusqu'à ce que des inondations en 2017 rendent la ligne ferroviaire inutilisable. Depuis lors, l'infrastructure était tombée en état d'abandon. Ce qui a transformé ce scénario, c'est une convergence de facteurs climatiques, logistiques et politiques. Avec le dégel prolongeant la période de navigation dans la baie d'Hudson et la hausse des coûts dans les terminaux du Pacifique, le calcul économique a changé. Genesis Fertilizer a été la première à agir publiquement et opérationnellement, annonçant qu'elle importerait ses intrants et exporterait ses engrais directement via Churchill, excluant ainsi l'infrastructure américaine de l'équation. À Washington, cette annonce a été suivie de près. Des organismes tels que le département du commerce et la commission des transports terrestres ont demandé des données actualisées sur les volumes et les itinéraires.
L'analyse préliminaire indiquait que l'impact direct serait limité, mais que le risque majeur venait de la reproductibilité. Genesis avait ouvert la voie à d'autres entreprises pour qu'elles fassent de même. La logique du corridor agricole nord-américain, construite sur des décennies d'interdépendance logistique, coexistait désormais avec un modèle alternatif basé sur l'autonomie canadienne. Ce qui avait commencé comme une réponse aux risques tarifaires est devenu un essai pratique de reconfiguration structurelle. Au Canada, la réponse institutionnelle a été décisive. Le gouvernement fédéral a manifesté son soutien en débloquant 180 millions de dollars d'investissement sur 5 ans pour moderniser Churchill. Parallèlement, les provinces de Saskatchewan et d'Alberta ont inclus la diversification logistique dans leur plan stratégique. Aucun discours officiel n'a revendiqué le rôle principal dans la transition. L'accent était mis sur les aspects techniques, optimisation des itinéraires, réduction des coûts, augmentation de la résilience. En internalisant les flux entrants et sortants de produits agricoles stratégiques, le Canada a commencé à opérer non seulement en tant que producteur, mais aussi en tant que coordinateur logistique de sa propre présence sur les marchés mondiaux. Ce changement a été suivi avec une attention croissante par les secteurs industriels aux États-Unis, en particulier les opérateurs ferroviaires et les consortiums portuaires. Bien que le volume total concerné soit encore faible par rapport au flux traditionnel, le nouvel itinéraire modifiait un principe de base, celui selon lequel la centralité américaine dans les exportations canadiennes était irremplaçable. En introduisant une voie alternative, la décision de Genesis ne fermait pas de porte, mais réduisait la vulnérabilité. Et en réduisant la vulnérabilité, elle modifiait le rapport de force. La remarque faite par un dirigeant de l'entreprise dans une interview accordée à un média local résume bien l'esprit du moment. Il ne s'agit pas de rejeter des partenaires, mais de s'assurer que le risque de dépendance est maîtrisé. C'est ce type de repositionnement stratégique, basé sur des décisions et des effets cumulatifs, que nous analysons dans cette rubrique. Pour ceux qui suivent les mouvements institutionnels qui reconfigurent les relations commerciales et logistiques à long terme, il convient de rester attentif aux implications de ce type de déplacement. C'est dans ce contexte que le cas Churchill a commencé à être discuté non seulement comme une alternative logistique, mais aussi comme le signe d'une possible réorganisation systémique. L'épisode a attiré l'attention des groupes de réflexion et des consortiums réglementaires des deux côtés de la frontière. Au Canada, des organismes tels que l'Office des transports du Canada et la Western Grain Elevator Association ont commencé à mener des études de faisabilité axées sur l'expansion de l'infrastructure ferroviaire dans le corridor nord. Parallèlement, l'Arctic Gateway Group, consortium qui gère actuellement le port de Churchill, a présenté des plans visant à tripler la capacité de stockage et à moderniser les systèmes de chargement, sur la base de projections d'augmentation continue de la demande jusqu'en 2030. Les estimations les plus prudentes prévoient déjà une croissance pouvant atteindre 20% du volume de céréales exporté par la baie d'Hudson d'ici la fin de la décennie. Un chiffre qui, bien que modeste en termes absolus, modifie visiblement la carte de la dépendance logistique entre les deux pays. Aux États-Unis, la réponse a été plus diffuse, mais pas absente. L'Association of American Railroads a publié un mémorandum interne alertant sur la possibilité d'une perte progressive de contrats avec des entreprises canadiennes au cours des prochains cycles de récolte. L'USDA, quant à elle, a commencé à suivre de plus près les normes d'exportation vers les marchés européens, en particulier ceux qui recevaient historiquement des expéditions provenant de terminaux sous juridiction américaine. Dans les milieux législatifs, le sujet a été abordé de manière indirecte lors d'audiences sur la sécurité des chaînes de production et des infrastructures critiques, les parlementaires s'interrogeant sur le degré d'exposition des États-Unis aux décisions unilatérales de leurs partenaires commerciaux. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait qualifié le changement canadien de menace, l'opinion dominante a commencé à reconnaître Churchill comme un point d'inflexion dans l'équilibre structurel des exportations agro-industrielles du continent.
Cette convergence aide à comprendre pourquoi la décision de Genesis n'est pas restée isolée. En quelques semaines, d'autres opérateurs, en particulier des coopératives agricoles de taille moyenne, ont commencé à revoir leurs contrats logistiques et à envisager des options qui, jusqu'alors, étaient considérées comme économiquement non viables. Une partie de ce mouvement a été facilitée par des changements technologiques, mais pertinents. L'expansion de l'utilisation de capteurs climatiques sur la voie ferrée d'accès à Churchill, l'introduction de protocoles de gestion prédictive du trafic, et surtout le développement d'un modèle hybride d'exploitation portuaire qui permet des embarquements dans des fenêtres mobiles pendant les mois les plus navigables. Parallèlement, des études météorologiques récentes indiquent que la fenêtre de navigation utile dans l'Arctique canadien a augmenté d'environ 20 jours au cours des 10 dernières années. Un chiffre qui, bien qu'encore insuffisant pour des opérations permanentes, modifie déjà la planification des récoltes et des itinéraires. Un autre élément qui a contribué à la consolidation du nouveau corridor a été le changement de position du gouvernement fédéral canadien. Sous la direction de Mark Carney, la question de la diversification logistique a cessé d'être un enjeu régional pour s'inscrire dans le plan national de sécurité économique. Des documents internes publiés par le ministère du Commerce international indiquent une orientation claire, réduire au cours des 5 prochaines années la dépendance vis-à-vis des infrastructures situées en dehors du territoire canadien pour les exportations stratégiques. Cette politique ne se présente pas comme exclusive, mais comme guidée par des critères de résilience et de souveraineté logistique. En ce sens, Churchill est devenu le laboratoire le plus visible de ce changement. La coordination entre les entités fédérales et provinciales a également progressé. La province de Saskatchewan, principal producteur de potasse et de blé, a approuvé un ensemble de mesures fiscales incitatives pour les entreprises qui utilisent le port de Churchill comme voie d'exportation préférentielle. En Alberta, le gouvernement local a entamé des discussions avec le secteur privé afin d'étudier la création d'une zone de transbordement entre les centres de production et la ligne ferroviaire nord. Le Manitoba, quant à lui, a commencé à considérer les environs de Churchill comme une zone d'intérêt stratégique aux fins de la politique de développement régional. Même si chaque initiative fonctionne à un rythme différent, l'action conjointe de 3 provinces productrices autour d'un axe logistique alternatif renforce l'idée qu'il ne s'agit pas d'une expérience isolée, mais d'une réorientation coordonnée. Cette perception ne se limite pas au domaine institutionnel. Le secteur financier a également commencé à intégrer Churchill dans ses modèles de risque et de projection. Des rapports récents de la Banque royale du Canada et de TD Economics ont inclus le port dans leurs analyses sur la sécurité alimentaire, la résilience des chaînes d'approvisionnement et les impacts du changement climatique sur la logistique intercontinentale. Le marché de l'assurance maritime lui-même a commencé à revoir les classifications associées à la baie de Hudson, en ajustant les calculs de couverture et les primes en fonction de la plus grande prévisibilité des opérations saisonnières. Dans la pratique, cela signifie que les contrats à long terme utilisant Churchill ont désormais une viabilité financière similaire, voire supérieure, à ceux qui opèrent via les terminaux du Pacifique ou du Golfe. Cette évolution a également eu des répercussions sur les organismes multilatéraux. Lors de récentes réunions de l'Organisation de coopération et de développement économique, des techniciens canadiens ont présenté Churchill comme un exemple de diversification logistique en réponse aux risques géopolitiques émergents. Bien que de manière discrète, le cas a été cité dans des panels sur les infrastructures critiques et la capacité de réponse aux chocs externes, aux côtés d'initiatives en Scandinavie et dans la région baltique. Le port canadien, auparavant marginal dans les discussions sur le commerce mondial, est désormais considéré comme une expérience pratique de transition entre les modèles basés sur la concentration logistique et les alternatives distribuées par contrôle national. C'est à partir de là que la reconfiguration prend une importance institutionnelle plus large. La réorganisation des flux n'affecte pas seulement les contrats opérationnels, mais pousse le système à réinterpréter les clauses commerciales, les directives douanières et les mécanismes d'intercoopération.
En fonction du volume qui sera effectivement déplacé dans les années à venir, il sera nécessaire de revoir les conditions de partage ferroviaire, les traités sur les tarifs réciproques et même les dispositions logistiques contenues dans des accords tels que l'USMCA. Il n'y a pas encore d'indication formelle de réouverture de ces instruments, mais le simple fait que le thème Churchill apparaisse dans les projections stratégiques des deux pays suggère que la question ne se limitera pas au plan opérationnel. Il s'agit de plus en plus d'une variable géopolitique ayant des implications commerciales à long terme. Pour ceux qui suivent les transformations institutionnelles dans les chaînes logistiques et énergétiques en Amérique du Nord, ce type de repositionnement nécessite une observation continue. C'est précisément l'objectif de cette chaîne. Offrir des analyses fondées, suivre les tendances émergentes et cartographier les points d'inflexion avant qu'ils ne se consolident en structure permanente. Il existe des interprétations divergentes quant à la mesure dans laquelle l'initiative canadienne autour du port de Churchill peut réellement modifier la structure logistique de l'Amérique du Nord. Pour une partie des analystes liés à l'agroalimentaire américain, il s'agit d'un ajustement préventif destiné à réduire l'exposition à des risques spécifiques sans pour autant reconfigurer le système principal de transport. Dans cette perspective, même si le gouvernement canadien augmente les incitations, accélère les travaux et améliore la capacité opérationnelle du terminal, Churchill devrait rester une voie de participation limitée face à l'échelle déjà consolidée des corridors dominants. La comparaison est souvent directe. Des ports comme Vancouver et Montréal fonctionnent avec des infrastructures, une connectivité et une prévisibilité supérieure, en plus de concentrer des réseaux de stockage et des contrats historiquement adaptés à la logique des grands volumes. Churchill, quant à lui, présente des contraintes considérées comme structurelles, telles que la fenêtre saisonnière d'exploitation dans la baie d'Hudson, la faible densité démographique des environs et le coût récurrent de l'entretien d'une voie ferrée traversant des zones sujettes au pergélisol et à l'instabilité du sol. Les rapports associés à l'American Farm Bureau soutiennent généralement que, pendant les périodes de forte pression productive, le Canada continuera à recourir aux réseaux logistiques liés aux États-Unis pour absorber les pics, garantir la régularité et maintenir la compétitivité dans les destinations qui dépendent d'un flux continu. Ainsi, Churchill fonctionnerait comme un instrument de diversification, mais pas comme un axe de substitution. Un autre courant, cependant, soutient que ce diagnostic tend à sous-estimer le fonctionnement réel des changements logistiques lorsqu'ils deviennent permanents. Les économistes liés au Centre for International Governance Innovation soulignent que la valeur stratégique de Churchill doit être observée moins pour ce qu'elle représente aujourd'hui que pour ce qu'elle induira demain. Une route alternative, lorsqu'elle devient opérationnelle et offre une prévisibilité minimale, modifie les incitations tout au long de la chaîne. Elle réorganise la planification des récoltes, influence les décisions relatives à l'emplacement des silos, redéfinit les routines de stockage, modifie les modèles de recrutement et interfère même dans la manière dont les contrats à terme sont tarifés. Le point central pour ces analystes est que l'existence d'une sortie supplémentaire brise la rigidité d'un système excessivement concentré et déplace le pouvoir de négociation des opérateurs qui, pendant des décennies, ont concentré les marges et le contrôle sur les flux. Dans cette optique, même une part de 15 à 20% des exportations agricoles canadiennes pourrait avoir des effets significatifs, non pas en termes de volume absolu, mais en modifiant la logique de dépendance et en redistribuant les marges précédemment captées par les opérateurs logistiques nord-américains. Au niveau institutionnel canadien, un troisième niveau de préoccupation apparaît dans les comptes rendus des récentes réunions du Comité permanent de l'agriculture du Parlement. La capacité d'étendre l'opération sans créer de nouvelles vulnérabilités. La ligne ferroviaire qui relie The Pas à Churchill nécessite un entretien constant avec des coûts élevés aggravés par des cycles irréguliers de dégel, d'érosion et d'instabilité du terrain. Pour être durable, le transport régulier de charges lourdes nécessite un niveau d'investissement permanent, avec une prévisibilité des ressources et une capacité de réaction rapide aux interruptions. Jusqu'à présent,
Ce niveau dépend d'une combinaison de contributions publiques et d'engagement du secteur privé, ce qui crée des risques de coordination. Le ministère des Transports du Canada reconnaît que, même avec les investissements prévus, une partie de l'opération restera exposée à des événements climatiques extrêmes, susceptibles d'interrompre les flux, d'augmenter les coûts et de compromettre les délais contractuels. Pour atténuer cela, l'ingénierie ne suffit pas. Une gouvernance intégrée entre les niveaux fédéral, provincial et municipal est nécessaire, avec des protocoles clairs et des mécanismes d'exécution qui réduisent les incertitudes. D'un point de vue réglementaire, le débat commence à se concentrer sur la manière d'intégrer le renforcement de Churchill dans le régime commercial et de transport qui structure l'intégration régionale. Les experts en droit commercial international discutent de la question de savoir si la priorité accordée aux routes nationales et la création d'incitations internes pourraient être interprétées par les agents américains comme des distorsions indirectes dans un environnement qui fonctionne dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Le Canada ne restreint pas formellement l'accès, mais la logique des incitations peut être interprétée comme un déplacement de la compétitivité en faveur des actifs nationaux. À ce jour, aucune notification formelle n'a été faite et aucun panel n'a été ouvert. Néanmoins, des observateurs proches du bureau du représentant américain au commerce ont indiqué que la question pourrait être inscrite à l'ordre du jour si la part de Churchill dans les exportations dépassait certains seuils. Le point sensible ne serait pas le droit du Canada d'utiliser ses propres infrastructures, mais les effets indirects de cette décision sur les marchés intégrés et les contrats historiquement alignés sur les routes transfrontalières. Il existe également une interprétation plus large, associée au Centre de recherche sur la sécurité alimentaire et la géopolitique économique, qui considère le cas Churchill comme le symptôme d'un changement progressif en cours, la relocalisation stratégique des chaînes critiques en réponse à l'accumulation des risques. Depuis la pandémie et avec l'intensification des tensions commerciales entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, plusieurs économies ont commencé à privilégier la redondance, la résilience et le contrôle des nœuds logistiques considérés comme sensibles. Dans ce contexte, l'initiative canadienne apparaît moins comme un geste isolé que comme une adaptation rationnelle à un environnement mondial instable. Des analystes liés au Peterson Institute for International Economics et à l'Organisation de coopération et de développement économique ont souligné que des itinéraires alternatifs tels que Churchill peuvent servir de référence à d'autres pays qui cherchent à réduire les goulets d'étranglement, à éviter une dépendance excessive vis-à-vis des réseaux externes et à accroître la prévisibilité face aux chocs politiques et économiques. Dans cette optique, ce mouvement n'est pas nécessairement protectionniste. Il s'agit d'une réorganisation du contrôle opérationnel. Dans le discours officiel canadien, le langage reste calibré pour éviter tout signe d'antagonisme. Des termes tels que autonomie opérationnelle, diversification résiliente et optimisation logistique dominent les déclarations publiques. Mais des documents techniques internes indiquent que l'ambition ne se limite pas à compléter les routes traditionnelles. L'intention est de remplacer une partie des flux historiques par des corridors sous contrôle intégral à l'intérieur du territoire national. Un exemple souvent cité est le plan présenté par Genesis Fertilizers, qui prévoit que 90% de ces intrants et produits seront acheminés par Churchill d'ici 2028. Si ce modèle se généralise à d'autres entreprises, l'interdépendance logistique avec les États-Unis pourrait être modifiée de manière structurelle. Le rythme dépendra des investissements, de la stabilité et de l'échelle, mais l'orientation stratégique est déjà claire. Pour les opérateurs logistiques américains, le défi n'est pas seulement financier. Perdre des parts de marché dans les flux canadiens signifie réduire son influence sur les contrats à long terme. Les normes réglementaires et les décisions d'investissement régionales qui façonnent les chaînes depuis des décennies. Les infrastructures établissent des habitudes et les habitudes sont difficiles à changer. Une fois que des itinéraires alternatifs se sont consolidés avec un minimum de prévisibilité,
le retour au modèle précédent tend à devenir économiquement irréalisable, même en l'absence de toute barrière formelle. Si le Canada parvient à maintenir Churchill avec une stabilité technique, une prévisibilité institutionnelle et une coordination de la gouvernance, la redistribution des itinéraires se consolidera progressivement, guidée par la logique du marché. Il n'y a pas encore de consensus sur la limite de ce réalignement. Les prochaines récoltes, la variabilité climatique et la vitesse des investissements seront déterminantes. La capacité du Canada à maintenir ses contributions au fil du temps sans compromettre l'équilibre budgétaire et sans fragiliser la coordination entre les acteurs publics et privés sera également décisive. Le conflit ne devrait pas se manifester sous la forme d'une rupture explicite, mais plutôt d'une série de décisions, contrats, partenariats, agrandissement de terminaux et ajustement des infrastructures le long du corridor ferroviaire. Le scénario reste ouvert, mais offre déjà suffisamment de signes pour justifier un suivi continu. Si vous appréciez ce type d'analyse, cette chaîne continuera à suivre les mouvements logistiques et politiques qui réorganisent l'équilibre stratégique en Amérique du Nord. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici.